Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par Aymeric de Trogoff, le cofondateur de Jubilease, dans les locaux du Village Baïséa à Rennes. Merci Aymeric pour cette invitation. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ouais, très très bien. Passez un bon week-end, on enregistre un lundi, passez un bon week-end. Très bien, Okay. en pleine nature, ça fait du bien, ça ressource. Bon, écoute, moi je suis super content de te rencontrer, d'enregistrer cet épisode avec toi, parce qu'on va parler d'un sujet dont j'ai jamais encore parlé sur ce podcast, que sont les fameux seniors. Les seniors en entreprise qui quand même représentent une catégorie importante de la population active française. On parle beaucoup des générations Z et de la génération Alpha qui va venir après, mais il y a encore beaucoup de gens, on reviendra aussi sur ce qu'on appelle un senior, enfin comment toi tu le définis. Est-ce que vous faites on a tous conscience que le marché du travail il se tend, il y a une pénurie de compétences, de main d'œuvre pour de nombreux métiers, de nombreux secteurs d'activité. Et à côté, moi je trouve qu'il y a un grand paradoxe, en tout cas c'est ma vision, c'est il y a une partie de la population active, donc les seniors, qui est des fois mis de côté, ou je peux être un peu plus dur, des fois même mis au placard par les entreprises, par les boîtes, et qui pourraient pourtant répondre aux enjeux de ces entreprises qui des fois galèrent à recruter. Donc on va parler de tous ces sujets, de recrutement, de fidélisation, d'intégration, de comment accompagner aussi ces seniors jusqu'au dernier jour dans l'entreprise, jusqu'au départ à la retraite, parce que ce sont des moments importants dans l'expérience collaborateur aujourd'hui. On va parler de tout ça en détail avec toi. Ça te va ? C'est parfait. Ok. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Aymeric, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir sur ton parcours et avant Jubilease, qu'est-ce que tu faisais ? Très bien, du coup moi Aymeric de Trogoff, je suis le cofondateur de Jubilease, mais avant ça j'ai fait des études d'ingé agro, donc rien à voir avec le sujet. D'accord. Ça arrive. Même au meilleur. Je suis ensuite parti en VIE en Irlande dans une fonction plutôt technico-commerciale, toujours dans l'agro, et je suis revenu en France ensuite pour être commercial export dans une boîte de génétique de palmipèdes. Donc globalement, je vendais des canards et des pigeons et des lapins un peu partout dans le monde. Ok. Donc voilà. Et ensuite, après ça, j'ai décidé de changer un peu de vie, de changer changer de paradigme et de monter une boîte avec mon cousin Briac Renaume. C'est comme ça qu'est né Jubilease. D'accord. Donc là, vous êtes deux cofondateurs ? On est deux cofondateurs. D'accord. Et Briac, c'est ton cousin ? Et Briac, c'est mon cousin Germain. C'est ça. Ok, d'accord. Ça, je savais pas. Ok, j'avais pas tilté en fait, vous étiez cousins. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et pour que, à un moment, vous entrepreniez et vous soyez quelque part une entreprise qui soit dans le monde des ressources humaines, parce que tu n'étais pas du tout avant. Quel était le déclic en fait ? Le déclic, c'était, alors je vais pas être très original, mais c'est d'avoir de l'impact, c'est d'avoir du social. Globalement, le sujet du passage à la retraite, ça nous est pas venu à l'esprit tout de suite. Ça vient pas à l'esprit de grand monde tout de suite, de toute façon. Non, parce que t'es jeune, t'as pas été confronté à ça. Non, j'ai pas été confronté à ça. Je l'ai un peu vécu avec mes parents, mais pour être tout à fait honnête, c'est pas de là que ça vient. D'accord. Nous, on bossait plutôt sur, on a commencé à bosser sur l'isolement social chez les seniors. Pendant le Covid, on s'est rendu compte de ça et ça a été démultiplié. On voyait des gens qui restaient chez eux, faisaient plus grand chose, et des seniors qui étaient complètement isolés. Dans les EHPAD, c'était pas beaucoup mieux, on a pu le voir. Et en bossant un petit peu, petit à petit, en travaillant sur notre boîte, sur des modèles économiques, sur pas mal de choses,
on a pu se rendre compte que l'une des racines du problème, et c'est pas la seule, c'est le passage à la retraite en fait. Un passage à la retraite qui est mal vécu, et ben ça a un impact sur l'espérance de vie en bonne santé directement. Parce que bon, en France, on a une très belle espérance de vie. Tout se passe super bien, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est moins la fête. On a par exemple 6 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins qu'en Norvège ou qu'en Suède. Ah oui, même en France. Même France, avec la politique de santé que l'on a en France. C'est ça. Et pourtant, on a la même espérance de vie. Donc globalement, l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65 ans en France. Ce qui est un peu juste. Et le passage à la retraite est un passage à la retraite mal vécu, en tout cas, c'est l'une des racines du problème. Ok. Donc, Jubilise, c'était fondé en quelle année ? C'était fondé en fin 2020. Fin 2020. Et vous avez commencé à travailler dessus pendant le Covid. Pendant le Covid. C'est ça, ouais. D'accord. Et le passage de commencer à travailler sur ce sujet versus ton premier emploi qui était dans le monde de l'agro, ça a été immédiat, c'est-à-dire j'arrête l'agro, j'arrête d'être salarié dans cette entreprise et je crée une boîte à impact. Ça a été ça ? C'était ça. Alors plusieurs sujets. Hein. C'est sûr que on voulait avoir de l'impact. Ouais. On voulait être nos propres patrons. C'est très bête, mais c'était voir un petit peu ce que ça fait d'être de l'autre côté. Expérience managériale qui avait pas été terrible dans notre vie de salarié, l'un comme l'autre. Et puis parfois des petits aspects éthiques. En tout cas, je parle pour moi, des aspects éthiques qui me plaisaient moins dans certaines parties de mon ancien travail, dans le management. Et voilà, j'ai voulu créer ma propre entreprise et avoir un impact social important, quoi. Et pourquoi dans le monde des RH ? Parce que tu aurais pu avoir un impact dans l'agro. Tu es ingénieur agro, il y a plein de choses à faire autour de ce monde-là. Alors, je suis pas un expert de ce monde-là, mais il y a énormément de choses à faire aussi sur l'alimentation, sur les dépenses énergétiques pour produire, etc. Et tu aurais pu créé une entreprise. Vous auriez pu créer une entreprise à impact dans le monde de l'agro avec vos compétences à tous les deux. Ouais, on y a réfléchi un petit peu. Moi, j'avais aussi cet aspect de pouvoir aider les agriculteurs, les paysans, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Hein, et je pense qu'un jour, j'y retournerai dans l'agro. D'accord. Je m'en cache pas. Mais je sais pas exactement pourquoi on est parti sur le sujet des seniors. Une chose dont on s'est rendu compte, c'est que Boyac et moi, on est cousins. On a un rapport à la famille qui est assez important. On a une grande famille, un aspect un petit peu de respect des aînés. D'accord. Et je pense que ça a joué. Clairement, de se dire que voilà, respecter un petit peu nos aînés, la transmission des savoirs, des valeurs, de pas mal de choses, d'apprendre sans que ça soit non plus trop rétrograde entre guillemets, hein, de se dire bon voilà, on écoute les anciens et les jeunes se taisent, c'est pas le projet, mais de savoir qu'on peut aussi apprendre de nos aînés. Je pense que ça a joué dans la création de la boîte. Ok. Alors Jubilise, pourquoi ce nom ? Jubilise, c'est assez simple. En fait, le mot retraite en France, c'est pas terrible, c'est pas hyper vendeur. Ça sonne un peu. C'est assez péjoratif, quoi. D'accord. En espagnol, ça se dit jubilación. C'est le jubilé, en gros, les 50 ans, la joie. Enfin, c'est beaucoup plus joyeux et on voulait que ça retransgresse, ça se retransmette dans notre nom. Et après, le petit Z, c'est nos racines bretonnes qui font surface et on aime bien ça. Ok, tout simplement. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, comme toi, aurait envie de créer une boîte dans le monde des RH? Est-ce que tu auras un conseil à lui donner avec ton recul? Maintenant, ça fait 2 ans que vous avez cette activité. Même plus que ça, je sais pas compter, même 3 ans, je ne sais plus compter. 3 ans que vous avez cette activité, 3 ans de recul. Quel conseil tu donnerais effectivement à quelqu'un qui voudrait entreprendre au sein de la fonction RH et sur des métiers à impact dans la fonction RH? Le premier conseil, c'est de se lancer, en fait. Globalement, c'est la partie la plus dure. Faut pas avoir la bonne idée qui va révolutionner le monde tout de suite. Ça existe pas, ou peu. Globalement, faut se lancer avec une idée. De toute façon, elle va changer 15 fois, ton idée. Donc, de toute façon, faut se lancer, se confronter directement à ses potentiels clients pour être sûr qu'il y a un problème.
Si on se rend compte que notre idée de base, finalement, elle y répond pas ou mal, ne pas hésiter à pivoter. Et puis voilà, vraiment se lancer, c'est la première la première chose à faire, quoi. Ok. Alors, comment est-ce que tu décrirais la mission et la vision d'Ubilize ? Alors notre vision, nous, très clairement, c'est d'agir pour l'épanouissement de chaque jeune et futur retraité. D'accord. Donc voilà, on a envie de faire en sorte que chacun puisse globalement terminer sa carrière en beauté et se construire une retraite autour de ses valeurs et de ses envies. Ça, c'est notre cœur de métier. C'est pour ça qu'on se lève chaque matin, quoi, globalement. Donc, pour ça va être de travailler auprès de gens de collaborateurs seniors, des entreprises aussi, de leurs employeurs, pour faire en sorte que la fin de carrière se passe le mieux possible, que la transition retraite se passe aussi le mieux possible, et que du coup, que la vie à la retraite se crée autour d'un projet, autour de ses valeurs, de ses envies, et que la suite se passe dans des bonnes conditions. Ok. Alors, j'ai des tonnes de questions. Je vais te dire tout de suite. Alors, on va y aller tranquillement. Déjà, j'aimerais que ta définition du mot senior pour toi en entreprise. À quel âge on devient senior ? Parce qu'il y a plein de définitions. Le code du travail, sauf erreur de ma part, ça doit être 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors, oui, il y a autant de définitions que d'âge pour être senior. Globalement, le code du travail, c'est 45 ans, effectivement. Donc, on est senior à 45 ans. Moi, je suis rentré dans une entreprise à 25 ans, donc 20 ans après... à mi-carrière, même pas mi-carrière, quelque part. Maintenant, c'est même pas mi-carrière. Donc, ça n'a pas de sens, globalement. Ouais. Aujourd'hui... Je pense que 55 ans, à 55 ans, on est senior, quoi. D'accord. On a une dernière ligne droite d'en gros 10 ans. C'est pas mal c'est pas mal comme limite d'âge, on va dire. Ok. C'est à peu près ta définition. Ouais, c'est ma définition. Ok. Alors aujourd'hui, si on faisait un constat déjà, quelles sont les difficultés auxquelles les travailleurs seniors font face aujourd'hui dans les entreprises, selon toi ? Alors, déjà, la première des choses, et on l'oublie assez régulièrement, le premier poste de discrimination en entreprise, c'est l'âge. Alors, on pense à plein d'autres sujets avant cela. Quand on parle à des responsables inclusion en entreprise, les seniors, c'est pas vraiment c'est pas leur tasse de thé, ou en tout cas, c'est pas tellement un problème pour eux. Mais effectivement, l'âge, c'est premier poste de discrimination en entreprise et à l'embauche particulièrement. Donc, la première chose, et on le voit dans tous les graphiques, c'est l'employabilité. D'accord. Globalement, quelqu'un qui part de son entreprise, que ça soit voulu ou non, à 58 ans, pour retrouver, c'est complexe, quoi. C'est vraiment complexe. D'ailleurs, les chiffres, alors ça varie d'une année sur deux, et ils prennent pas tout le monde en compte, mais globalement, on est entre 40 et 50% des seniors qui passent à la retraite sans être actifs, sans être en emploi. Donc, d'accord, c'est qu'avant, ils étaient déjà sans activité, quoi. Sans activité, au chômage, en arrêt maladie, pas mal, ou alors éloignés de l'emploi depuis assez longtemps. Enfin bref, il y a plein de sujets là-dessus, mais c'est surtout l'employabilité qui fond comme neige en fin de carrière, quoi. Et c'est à cause de quoi ? Tu penses que c'est malheureusement l'histoire de notre pays. Est-ce que un senior est moins employable qu'un plus jeune dans l'entreprise ? Il y a plein de raisons. Il y en a une déjà, c'est les stéréotypes qu'on a sur les seniors. Ouais. Globalement, ils sont dépassés par la technologie. Ils ont du mal à se faire aux plus jeunes générations. Ils coûtent cher. Voilà, ils sont un peu mis à la marge. Il y en a même qui sont placardisés dans les grandes boîtes. Je pense que c'est aussi dû à notre pays. Alors là, je vais peut-être tacler un petit peu certains seniors, mais on a une courbe du salaire en France qui doit être linéaire. On débute à un point A, et il faut que le point B en fin de carrière soit le plus haut possible. Et potentiellement, effectivement, quand on a 40 ans, on est en pic de carrière, et c'est peut-être là que notre rémunération devrait être la plus haute, et pas en fin de carrière. Ça, c'est des vraies convictions que tu as ? Ouais, je pense que c'est un modèle assez anglo-saxon, en fait. Mais aujourd'hui, de baisser de salaire en France, ça,
personne n'accepte ça. On veut pas baisser de salaire. Après, il faut pas se cacher derrière ça non plus. C'est-à-dire que un senior, oui, ça coûte plus cher, mais ça a plein d'autres avantages qui compensent le fait de coûter cher. Donc faut pas non plus se cacher derrière le prix. Globalement, les seniors ont énormément de choses à transmettre. On parle de compétences, on parle de savoir, mais moi je vais plus loin que ça. Je parle surtout de valeurs. Des personnes qui sont dans une même boîte depuis 20-30 ans, globalement, c'est eux qui ont vraiment les valeurs de l'entreprise. Et s'ils les transmettent pas, si on les traite entre guillemets mal et qu'on les met dehors avec la fameuse boîte de chocolat et puis le bouquet de fleurs, globalement, ces valeurs, ils les transmettent pas. Et quand on voit la nouvelle génération qui part d'une entreprise au bout de 1 an, 2 ans, avec énormément de turnover, la perte de ces valeurs, je pense que ça va avoir un impact sur le plus long terme. Donc rien que grâce à ça, leur salaire, il peut être justifié. Ok, qu'est-ce que tu recommanderais à un RH qui nous écoute, qui a des seniors dans son entreprise, qui ont, on va dire, ta définition, 50, 55 ans et plus, pour qu'ils continuent à s'engager dans l'entreprise et à transmettre ses valeurs? Déjà, ça va être de les considérer comme tous les autres employés, tous les autres collaborateurs en fait. Parce que quand on arrive à 50, 55 ans, finalement, les RH vont, alors sans aller jusqu'à placardiser les seniors, mais ça va être, ils vont se dire bon, ça sert un peu à rien de les former, ils vont bientôt partir. Alors ils vont bientôt partir, mais quand ils partent dans 10 ans, c'est pas bientôt quand même. C'est pas bientôt quoi. Ouais. Donc on va un peu moins les former. Ils ont peut-être même une durée de vie dans l'entreprise qui est supérieure à quelqu'un qu'on recrute plus jeune et qui, on le sait aujourd'hui, ça veut pas dire qu'ils vont pas rester les jeunes, mais ils engagent sur 2-3 ans déjà. Et puis après on verra quoi. On en parlait juste avant avec une employabilité qui descend à vue d'œil quand on est senior. Globalement, quand on a 55 ans dans une boîte, on y reste jusqu'à la retraite. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et ça c'est un vrai plus aussi pour les RH parce que quand on voit que le prix du recrutement déjà et en plus le prix du turnover, avoir quelqu'un qui va rester pendant 10 ans dans l'entreprise, ça peut être une mine d'or. Après, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'il faut faire pour les collaborateurs seniors? C'est aussi continuer à leur donner des missions, à les faire évoluer sur certains postes, sur de l'évolution interne, les former à des nouvelles choses. En fait, se dire que même si potentiellement dans 5-10 ans, ils seront plus dans l'entreprise, eux, ils ont besoin de continuer à être motivés. Ils ont besoin parfois aussi de retrouver de l'envie, de la valeur dans leur travail. J'en parle beaucoup, mais voilà, la crise de la cinquantaine, parfois, c'est une réalité aussi. On a les enfants qui partent de la maison. On a potentiellement un prêt immobilier qui se termine parce que on a emprunté un peu jeune. On a moins besoin l'argent peut être moins un appât qu'autre part. On a moins de charges en tout cas que peut-être quelqu'un. Effectivement, quand on est dans Paris et qu'on a 30 ans, on a investi dans un appart et qu'on rembourse 1500, 2000 euros par mois, on n'a pas le choix, quoi. C'est ça. Là, ils vont chercher autre chose. Globalement, ça va être de venir bosser venir bosser le matin en essayant de trouver du sens à leur boulot, en continuant à essayer d'un peu évoluer, etc. Et donc, faut vraiment continuer à les prendre comme des salariés, des salariés comme les autres, quoi. Ok. Recruter des seniors. Si on va un petit peu dans l'expérience candidat, l'expérience collaborateur, pour avoir fait un peu de recrutement dans ma vie, je sais que quand on présentait effectivement des profils plus expérimentés à des managers, que ce soit des managers internes clients ou des clients externes, souvent ça tousse. On dit ah ouais, mais t'as pas quelqu'un qui a plutôt 3-5 ans d'expérience, 7 ans d'expérience, mais j'ai peur effectivement sur quelqu'un qui a un peu plus d'ancienneté. Et pour preuve, pour avoir embauché des personnes plus expérimentées, plus seniors chez des clients,
ils ne sont pas mécontents in fine, donc c'est pas impossible. Vous intervenez pas vous sur les recrutements de seniors, vous n'êtes pas cabinet de recrutement. Non. Mais est-ce que vous conseillez, est-ce que vous accompagnez vos clients sur pourquoi est-ce qu'il faut que tu recrutes des seniors? Et moi la question que je te pose, c'est pourquoi on devrait aussi aujourd'hui investir sur des seniors en recrutement dès le départ. Pourquoi on devrait... Après, on reviendra sur ceux qu'on a déjà dans l'entreprise, sur les seniors qu'on a déjà dans l'entreprise, et qu'on doit effectivement engager, fidéliser jusqu'au départ à la retraite. Ouais. Déjà, comme tu disais juste avant, la première étape, c'est d'accepter en entretien des seniors. Parce que la sélection, elle se fait au CV. Hein. Très clairement, bonjour, vous avez quel âge? 55 ans. Ah bon, bah merci, mais le poste. Alors du est coup, pas fait pour vous, tu serais pour le CV anonyme? Non. Ça me passionne pas le CV anonyme. Je pense que il faut juste changer les mentalités et puis si le profil est bon en fait, quel qu'il soit, voilà, on y va et puis on prend la personne en entretien et là on se rend compte des choses quoi. L'avantage de recruter un senior, du coup, alors on en a déjà un peu parlé, mais c'est le fait que potentiellement et probablement il va rester dans l'entreprise pendant 5, 10, 15 ans selon l'âge à laquelle on le recrute. Ça va être aussi de l'expérience acquise et qui va pouvoir être transmise. Alors du coup, il faut aussi mettre en place de la transmission dans la boîte, hein, parce que ça se fait pas non plus tout seul. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Bah, ça dépend des métiers, hein, mais le réseau. Ouais. Et le réseau se développe, mine de rien, se développe avec les années en entreprise. Et donc, parfois, on a des seniors qui ont des... Sur des fonctions commerciales, par exemple, ça peut être hyper critique, quoi. Ça peut être hyper critique, quoi. Donc voilà, il faut voir aussi les bons côtés et pas se dire juste, ils sont nuls avec le numérique. Ce qui est de moins en moins vrai, en plus de ça. Donc voilà. Ok. Tu parlais de la transmission. Ça, c'est un sujet important. Quand j'ai des seniors dans ma boîte, je me mets en place d'un RH qui est des seniors dans ma boîte. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils transmettent aux plus jeunes recrues, quel que soit les âges de ces recrues d'ailleurs? Quel rôle je leur donnerais? Est-ce que je leur donnerais des missions particulières ou est-ce que ça doit être fait naturellement? Est-ce qu'on doit les former aussi à transmettre? Comment est-ce que tu vois ça? Je pense qu'il faut les former effectivement à transmettre. Faut rien obliger en fait. Déjà, si c'est de l'obligation, ça passe beaucoup moins bien. Faut que ça se fasse assez naturellement. C'est pas mal de faire des duos. Ça marche bien avec les alternants ou les personnes qui arrivent dans l'entreprise parce que on le prend un peu sous son aile. On lui explique comment fonctionne l'entreprise. Voilà, les seniors aiment bien aussi avoir cette indépendamment d'un rôle hiérarchique. C'est pas forcément un rôle hiérarchique. Non, on n'est pas sur un rôle hiérarchique du tout. C'est vraiment plus du mentorat, quoi. Mais d'ailleurs, le mot est lâché, hein, mais le mentorat ou le tutorat, c'est deux choses qui sont hyper intéressantes à mettre en place en entreprise, avec de la vraie transmission justement des valeurs, des manières de faire. Faut pas que ça soit non plus tous les jours pour pas que ça devienne pour pas que ça devienne lourd, mais ça va être quelque chose d'assez intéressant. Et ce qui est assez drôle, c'est que la transmission des savoirs, des compétences, des valeurs, c'est positif autant pour le senior que pour l'entreprise. Pour l'entreprise, on le voit tout de suite. C'est partage des connaissances, des savoirs, montée en compétences des plus jeunes collaborateurs, etc. Des valeurs de l'entreprise, sa culture. D'ailleurs, je dis des plus jeunes, mais des plus ou moins jeunes. Hein. Oui. Des jeunes recrues, en tout cas. Des jeunes recrues, c'est ça. Et pour le senior, c'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire que on a l'impression, même en toute fin de carrière, on a l'impression d'être valorisé et de pas servir à rien. C'est très bête, hein, mais en fait, quand on arrive au bout de sa carrière, on se dit un petit peu, mon poste, est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Quand on voit qu'on peut transmettre des choses à quelqu'un d'autre, ça veut dire que effectivement, on a une valeur ajoutée et ça, c'est vraiment très valorisant. Ok. Tu as des exemples de programmes de mentorat, tu en parlais, qui marchent, hein, qui fonctionnent? Est-ce que tu connais des entreprises qui sont plutôt douées sur le sujet ou des exemples concrets que tu pourrais illustrer sur le mentorat? Qu'est-ce qui marche en mentorat, qu'est-ce qui marche pas, quoi? Donc t'as dit que ce qui marche pas, c'est d'obliger quelqu'un à.
Ça marche pas. Donc, il faut mieux travailler sur des volontaires. Ouais, c'est ça. C'est du travail volontaire. J'ai pas d'entreprise spécialement en tête à te citer, mais c'est déjà du volontaire. C'est de co-construire avec les seniors et puis aussi avec les plus jeunes. Ouais. De savoir s'arrêter aussi quand ça marche pas, globalement. Ça, il faut être à l'écoute. Et puis de potentiellement de former quand même au mentorat pour que les gens sachent au moins comment ça doit à peu près se passer, quoi. Avoir quelques bases et pas les lâcher dans la nature non plus, quoi. Ouais. Et puis potentiellement, il faut avoir des temps définis là-dessus, quoi. Ça doit pas être une mission en plus de toutes les autres missions qu'on met dans l'entreprise, parce que ça marche pas sinon, quoi. C'est-à-dire y consacrer du temps. Y consacrer du temps. Le mettre dans le temps de travail. Dans le temps de travail, ouais. Se dire 1 heure ou 2 heures par semaine ou une demi-journée par semaine. Tu bosses là-dessus sur du mentorat avec un tel, mais au moins c'est défini, quoi. C'est pas essaye de faire ça quand t'as le temps à un moment ou à un autre, parce que dans ces cas-là ça marche pas et ça passe vite aux oubliettes. Ok. Alors si je viens sur un petit peu plus tardivement dans la vie d'un senior, à un moment ou à un autre va arriver sa retraite. Ouais. Les gens en parlent toujours du sujet retraite. Est-ce que je vois une enquête que tu as faite. C'est pour ça ça m'a interpellé. Tu as fait une enquête sur LinkedIn, je crois, où tu as demandé t'as interrogé les gens et tu avais 40% des jeunes actifs, donc moins de 40 ans, qui estiment qu'ils n'ont pas de retraite. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est énorme. Enfin, 40% des pensent qu'ils n'auront pas de retraite. Alors, j'imagine au sens financier, peut-être des choses aussi. C'est ça. Donc, est-ce qu'ils se projettent vraiment sur la retraite, ces gens-là? Alors, je pense qu'ils se projettent quand même. Et puis, c'est un serpent de mer. On voit les réformes des retraites de tous les côtés. On voit bien que ça marche moyennement et que le système est pas très stable. Qu'on n'équilibre pas les comptes, de toute façon. Qu'on n'équilibre pas les comptes, ou alors que certaines années, et que ça risque de se casser la gueule. Ouais. Et puis, les Français, on a tendance à être un peu défaitistes aussi. Donc, on préfère se dire que de toute façon, ça marchera pas. Et si ça marche, ça sera plutôt une bonne surprise. Je le vois un petit peu comme ça, on va dire, sur ce sondage. Après, les retraites, mine de rien, on en parle. L'année dernière, la réforme des retraites, on en a entendu parler dans les médias. Ça a fait bouger aussi le monde de l'entreprise. Et ça c'était assez intéressant parce que les RH, les dirigeants... Qu'est-ce que tu as vu comme changement d'attitude ou de prise de conscience? Typiquement, l'employabilité des seniors, les gens en ont pris conscience. Le fait qu'il fallait garder des personnes 2 ans de plus dans l'entreprise, ça remettait pas mal de choses en question. On s'est penché sur le sujet. On a vu que dans les industries, il y a pas mal de gens qui ont un peu haussé le sourcil en se disant, on a des gens qui travaillent pendant longtemps en industrie, qui arrivent à la retraite déjà un peu cassés physiquement. Avec des postes pénibles des fois. La pénibilité au travail. Voilà, que ce soit sur les horaires, que ce soit sur le poste, physique, le physique, tout simplement. Ouais. Globalement, là, les faire tenir 2 ans de plus, c'est un vrai parcours du combattant, quoi. Et puis même, vu que le sujet était sur la table, les médias s'en sont aussi emparés et on a assisté à plein de choses, des décryptages de ce qui se passait, justement le fait que la discrimination liée à l'âge, l'employabilité des seniors, tout ce genre de choses. Avant, on le savait, mais on s'en occupait pas trop. Et là, ça a été mis au grand jour. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que on en a entendu parler pendant 1 an et demi, et que finalement, d'ici 1 an, plus personne n'en parlera? Peut-être, on sait jamais. Mais ça a eu quand même ce gros intérêt de mettre en avant les seniors, je pense. Ok. Toi, tes clients, ils t'appellent pour quoi, en fait? Ils t'appellent pour à quel moment vous intervenez en fait chez vos clients, entreprises? Quels sont les moments de vie où Jubilise amène de la valeur? Alors nous, notre cœur de métier, c'est la retraite. Concrètement, mais la retraite... Donc vous organisez quoi? Les pots de départ? Vous faites quoi concrètement avec Jubilise? je te provoque évidemment. J'espère qu'autre chose que le bouquet de fleurs et la médaille. Chocolat, non, oui, c'est ça. Nous, on s'est orienté plutôt sur le passage à la retraite, mais d'un point de vue humain. D'accord. Globalement, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le passage à la retraite était pas... personne s'en occupait.
Ouais. Les gens étaient pas formés. Bah voilà, c'était pot de départ. Merci, au revoir. Mais du coup, combien de temps, moi je suis RH, combien de temps je dois me dire, ok, je sais que je vais avoir des collaborateurs qui vont partir à la retraite. Combien de temps avant ce jour-là, je dois commencer à réellement me préoccuper du sujet? Est-ce que c'est 3-5 ans avant? Est-ce que c'est 6 mois avant? Est-ce que c'est 2 semaines avant? Quel est le moment où je devrais, moi, m'en occuper en tant que RH? Déjà, tu le sais, c'est pas mal. Moi, j'ai eu pas mal de RH que j'ai eu au téléphone qui me disent je crois que je vais avoir des départs. Et en fait, et même certains qui m'ont dit il y a quelqu'un qui a posé son dossier retraite. En gros, il part dans 2 mois. Je l'avais pas vraiment vu venir. Ou alors ça c'est encore mieux, c'est des collaborateurs qui disent du jour au lendemain, il y a la personne qui bossait à côté de moi qui est partie et je savais même pas qu'il partait à la retraite, quoi. Et ça existe. Alors dans des grandes boîtes, évidemment, mais voilà. Donc déjà la première des choses, c'est de savoir qui fait quoi et qui peut partir quand, etc. Donc d'avoir une sorte de stratégique work planning, en tout cas d'avoir un peu une vision suivre à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, je vais avoir combien de départs en retraite dans mon organisation, etc., quoi. C'est ça. Et puis d'aller à peu près un peu plus dans le détail aussi sur quel poste, qui, etc. Ensuite, sur le passage à la retraite d'une manière un peu plus poussée, globalement 2 ans avant, les collaborateurs seniors se mettent à y réfléchir d'un point de vue administratif. Ok. Déjà, c'est l'administratif qui commence. Et c'est tout de suite combien je vais gagner, quand est-ce que je peux partir. Tu vois, je suis pas en retraite tout de suite. En plus, moi, je me projette pas, mais je suis déjà en train de le faire. Je bien, rassure mes auditeurs, j'ai encore un peu de temps à travailler. Mais c'est très bien. Et d'ailleurs, faites-le, qui que ce soit. Moi, je conseille. Ouais, il y a un site web dédié de l'assurance retraite qui est vraiment bien fait. Et j'encourage tout le monde à regarder. C'est bien foutu. Parce que moi, j'ai eu des surprises avec ayant changé plusieurs fois d'entreprise, en fait des jobs étudiants, en étant devenu entrepreneur. Il manquait des choses. Ouais. Donc faut anticiper le coup. Faut anticiper le coup et le faire le plus tôt possible parce que quand on a 60 ans et qu'il faut aller chercher ses bulletins de salaire quand on était stagiaire à 16 ans, je sais pas trop où, on les retrouve jamais, quoi. Pour peu que la boîte ait été liquidée entre-temps, c'est déjà quoi. Oui, et puis les salaires papier de l'époque, c'est pas toujours facile. Mais ouais, du coup, globalement, 2 ans avant, on rentre un peu dans le dur d'un point de vue administratif. Okay. Parce que on a envie de savoir quand est-ce qu'on peut partir, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a plein de choses à faire avant le départ. Il y a la retraite progressive dont on entend de plus en plus parler, les retraites pour carrière longue, ce genre de choses. On se met à faire son dossier, à savoir combien on va toucher. Vous accompagnez, vous les retraités là-dessus ou pas plus que ça? C'est votre métier d'accompagner? C'est pas notre métier. D'accord. On le fait, mais pour être tout à fait honnête, on sous-traite. D'accord. Okay. On sous-traite parce qu'on se sent pas assez expert sur le sujet. Je m'y connais assez bien, mais en fait, on préfère laisser les gens qui savent bien faire le faire. D'accord. Surtout que il y a plein de spécificités au-delà des trous dans les carrières, au-delà des petits problèmes dans les relevés de carrière, etc. En fait, la vie et le parcours de vie a un impact hallucinant sur le nombre d'enfants que j'ai eu, les mariages, les divorces, élever un enfant qui est pas le sien, par exemple, dans les familles recomposées, ça existe. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger, voilà. J'étais entrepreneur, j'ai été freelance. Oui, et puis, moi, c'est très bête, hein. J'ai été réserviste dans l'armée pendant 1 semaine après mon bac. Ensuite, j'ai bossé donc dans l'agro, donc j'étais régime agricole. J'ai bossé un peu pour la fonction publique en stage, etc. Et là, ensuite, j'ai été dans le privé. Maintenant, je suis entrepreneur. Déjà, ma carrière, c'est une carrière complexe, quoi. Ouais. Donc, on a pas mal de surprises et c'est assez. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire sur la retraite, donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a des expertises sur le rachat de trimestre, sur les réformes, sur quand est-ce qu'on a envie de partir, les décotes, les surcotes, et puis aussi le projet de vie. Parce que si on a envie de partir le plus rapidement possible, faut aussi se dire je suis prêt à être payé un peu moins. Il y a aussi des personnes qui se disent j'ai envie de rester plus longtemps. Et il y a des personnes qui veulent rester le plus longtemps possible aussi. Qui se projettent pas forcément tout de suite à partir. Non, mais il y a cet aspect de la retraite. La retraite, c'est plein de stéréotypes aussi. On a l'impression que la retraite, c'est un but à atteindre, que tout le monde est content à la retraite, que c'est génial. On n'a pas le droit d'être malheureux quand on est retraité. Ça, c'est un grand truc.
Voilà, on n'a pas le droit d'être malheureux, on n'a pas le droit de dire non aussi, vu qu'on a tout le temps du monde, et ben, je vois pas pourquoi tu pourrais pas garder mes enfants, enfin que je parle à mes parents par exemple, ou ce genre de choses, et en fait, on a plein de stéréotypes qui font que ça peut faire peur quand on s'en approche, et qu'on voit pas du tout quand on est beaucoup plus éloigné. D'accord. C'est un gros sujet là, de casser les stéréotypes autour de la retraite et les retraités, de la même manière que de casser des stéréotypes autour des collaborateurs seniors. Hein. Il y a un vrai sujet, une vraie prise en compte de ce sujet-là. Ouais. C'est un sujet intéressant parce que tu vois, je pense au management intergénérationnel, pardon. Ouais. Quand on a 28, 30, 35 ans et qu'on a dans son équipe quelqu'un qui va partir en retraite, nous-mêmes on se projette pas. Enfin, on n'a pas le même regard, et c'est normal parce qu'on l'a pas vécu en tant que tel. Et c'est là où des fois le regard du senior, il est, enfin sa vision se dit mais on me comprend pas quoi, on m'accompagne pas, on m'écoute pas. Et je pense qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Ouais. Clairement, il y a un vrai sujet, mais même nous, hein, on est passé de la théorie à l'action. Nous, on a recruté un senior. D'accord. On est une petite équipe, mais Vous êtes combien on est 5. Ok. On est 5. On a recruté Hervé qui a 55 ans. Ok. Et voilà, on a un senior dans l'entreprise, un peu en mode jeune boîte, un peu start-up, et ça se passe hyper bien. Il nous apporte, mais on n'a jamais autant appris que depuis qu'il est là, quoi. Ça, c'est génial. Et puis, en plus de ça, ça légitime un peu notre action. Hein. C'est bête parce qu'on a une vision un peu jeune de la retraite qui amène quelque chose de nouveau, qui balaye un peu les trucs vieillots qui existaient jusqu'à maintenant sur le marché. Mais au-delà de ça, avoir un senior qui est plus proche de la retraite, qui connaît un petit peu ce qui va arriver, qui l'a déjà vécu, ça amène énormément, quoi. Ok. Et d'ailleurs, je veux rebondir là-dessus. Tu parlais de management intergénérationnel et de seniors qui sont peu compris. Ça peut valoir aussi le coup d'avoir un peu un réseau d'alumni, sans que ça soit énorme, hein. Mais des gens qui étaient dans l'entreprise, qui en sont partis et qui peuvent revenir un peu dans la boîte, en parler. C'est assez intéressant. C'est un œil assez nouveau. Ça remet un peu les choses en place, et puis ça peut préparer ceux qui passent à la retraite. Vraiment, c'est quelque chose d'assez chouette à mettre en place. Des alumni de retraités du coup, ou des alumni au sens très large? Des alumni de retraités de la même boîte, hein, parce que faut que ça reste dans la même veine quand même. Mais ça permet ça fait des beaux retours d'expérience. D'accord. Moi, de toute façon, je vais être très transparent avec toi. Moi, je milite pour la mise en place d'alumni dans les entreprises, au sens large. Ah oui? C'est-à-dire que t'as été salarié d'une entreprise, tu l'as quitté, voilà, que ce soit en retraite ou parce que tu as démissionné tout simplement. Et on doit créer un réseau d'alumni, on doit entretenir le lien avec ses anciens collaborateurs, quel que soit leur rôle ensuite, parce que ça peut être, ce sont des ambassadeurs. C'est clair. Certains peuvent revenir y travailler, donc voilà, certains peut-être pas, mais peuvent effectivement être garants aussi de la culture de l'entreprise et de son histoire. Clairement, oui. Et plus jeune, il y a tout ce qui est salarié boomerang. C'est assez intéressant. Quand on est au niveau du passage à la retraite, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que une histoire qui se termine en queue de poisson. Vous avez un collaborateur qui a fait 20-30 ans dans votre boîte, qui au moment de la retraite, ça se passe mal, ou 2 ans avant, ils sont placardisés, etc. Globalement, il va partir à la retraite, et pendant les 20 prochaines années, clairement, il va cracher sur l'entreprise. Et c'est humain, hein, mais c'est juste que vu que la dernière impression est mauvaise, c'est celle qui va retenir. Et ça, je l'ai entendu un nombre de fois, c'est incroyable, quoi. Donc, accompagner ces collaborateurs seniors au passage à la retraite, l'un des points intéressants, c'est cet effet d'ambassadeur de l'entreprise. C'est pour la marque employeur, très clairement, en interne, mais surtout en externe, c'est franchement génial. Et c'est pour ça que les alumni, c'est assez intéressant. Et puis, l'aspect alumni pour des retraités, alors il y a ceux qui viennent faire du cumul emploi-retraite derrière. Ouais. Ça peut être intéressant dans certains cas. C'est un phénomène, ça existe vraiment beaucoup? T'en vois beaucoup? De plus en plus. Ouais. Ça arrive dans certains métiers assez particuliers, typiquement les chauffeurs.
D'accord. Alors, c'est pas chauffeur de car, par exemple. Chauffeur routier, etc., qui ont une vie, qui vivent pas mal sur les routes, voilà. Et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent à la maison à un peu se tourner les pouces. Parfois, la vie de couple aussi est un peu plus complexe parce qu'on se voit 5 heures par jour et puis du jour au lendemain, c'est 24/24. Et du coup, il y a pas mal de gens qui recherchent à refaire quelques jours par semaine, de reprendre leur boulot de chauffeur. D'accord. Et vu qu'il y a une pénurie de chauffeurs de l'autre côté, c'est un match qui est pas mal. Il y a du travail, ouais. Il y a du travail. C'est pas juste que... Alors, ça peut être aussi sur un aspect financier, parce qu'on sait qu'on... Et sur l'aspect financier, bah forcément, on a une chute de revenus à la retraite. On a une chute de revenus. Alors, en plus d'avoir une chute de revenus, on a surtout une augmentation des charges. Sur pas mal de sujets, tout ce qui est assurance mutuelle, ça explose. On a encore vu là dernièrement des hausses qui sont extrêmement importantes après le passage à la retraite. Enfin, parfois on est protégé pendant 1, 2, 3 ans avec la loi E20, mais après ça explose. Et puis on a plus de temps libre, donc plus de temps libre, ça implique parfois plus de dépenses. Voilà, faut apprendre à gérer son budget et puis de temps en temps se remettre à bosser pour certains. Ok. Du coup, vous avez lancé une appli, je crois, qui s'appelle Mon Phare Retraite. Ouais. C'est quoi l'objectif de cette appli? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle vient en complément de ce que vous faites? Enfin, tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le sujet, en fait, c'était de se dire qu'on agit pour l'épanouissement de chaque jeune et futur retraité. C'est vraiment notre leitmotiv. Donc, on a commencé par faire des formations au passage à la retraite, avec soit du collectif, soit du mixte et avec de l'individuel et du collectif. Mais plus on fait d'individuel, plus ça coûte cher. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que du coup, notre vision d'agir pour tous, elle prenait un petit coup dans les reins, quoi. L'application, elle vient essayer de résoudre en partie ce problème, en tout cas. C'est de se dire, on peut donner un premier outil pour se préparer, pour réfléchir à toutes les thématiques un peu importantes du passage à la retraite, de la fin de carrière, et que ça soit plus abordable financièrement pour les entreprises aussi. Donc, qu'on puisse le déployer à plus grande échelle, quoi. C'est moins... Alors, clairement, ça n'a pas le même impact qu'une formation humaine, hein. Le numérique, c'est très bien, mais je pense que c'est un vrai bon marchepied pour aller plus loin, quoi. C'est un mix entre du digital et puis du présentiel, entre votre accompagnement. On fait un peu de tout. On peut faire du 100% humain. Ouais. Voilà. Et sinon, c'est effectivement du 100% numérique via l'application et un mix des deux pour ceux qui commencent par l'application et qui veulent aller plus loin derrière, quoi. Ok. Et les entreprises qui font appel à vous, pourquoi est-ce qu'elles décident d'investir sur l'accompagnement des seniors jusqu'à la retraite? Sur des gens qui vont partir, c'est ça? Mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est comme les démissions. Enfin, moi, j'ai toujours, voilà, quand les gens partent, c'est pas le même contexte, hein, les gens partent pour la concurrence. On va savoir investir sur quelqu'un qui nous quitte avec fracas, que des fois on n'investit pas sur quelqu'un qui va rester. Ouais. Donc là, on a des personnes dont on sait qu'elles vont partir. Ouais. Voilà, à un moment ou à un autre. Pourquoi est-ce que j'investirais et quel intérêt moi j'ai d'investir de l'argent, du temps pour accompagner mes seniors? Est-ce que ça a de l'intérêt pour les seniors? Est-ce que ça a de l'intérêt aussi pour les collègues des seniors? Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses? Déjà, la transition retraite, c'est une période de stress, globalement. L'arrivée à la retraite, alors pas pour tout le monde, hein, je fais des généralités, mais ça peut l'être. Donc, des personnes qui savent pas gérer leurs papiers, qui savent pas ce qu'ils vont faire à la retraite, qui ont peur du départ à la retraite, c'est une perte de productivité pour l'entreprise, globalement. D'accord. Et puis parfois une ambiance de travail qui se crispe avec les collègues, etc. Donc ça on en entend parler des gens qui arrivent de la retraite, qui sont de moins en moins aimables, etc. Mais en fait, il y a un problème de fond, c'est qu'il y a l'échéance qui leur fout les boules, très clairement. Donc il y a cet aspect-là qui est très marqué. L'autre, ça va être tout ce qui est développement de la marque employeur, et on en parlait juste avant, c'est faire de ses collaborateurs seniors des ambassadeurs de l'entreprise après le départ de celui-ci. Donc c'est pareil, garder une bonne
une bonne image pour le collaborateur, qu'il la transmette aux collaborateurs dans l'entreprise globalement, mais aussi en dehors de celle-ci. Tout ce qui est transmission de savoir, de compétences, et je parle de tout type de collaborateurs. Ça peut être l'ouvrier, ça peut être le cadre, ça peut être tout le monde. L'ouvrier, typiquement, c'est un exemple qu'on prend souvent, mais le gars qui bosse sur une machine depuis 30 ans, qui sait que quand il fait 0 degré, il faut donner un petit coup de clé à molette sur le tuyau en haut à gauche, là, s'il transmet pas ça à la personne d'après, la machine elle est en rade pendant 3 jours, je peux te dire que l'argent que tu as investi dans la transmission et dans l'accompagnement de ton collaborateur senior, il est vite rentabilisé. Donc voilà. Après, c'est toujours la même chose. Quand on fait de la prévention, quand on accompagne des gens qui partent de l'entreprise, le ROI, il est pas immédiat, il est pas ultra visible. Et c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, c'est tout le problème de la marque employeur. C'est de réussir à montrer que les effets sur le plus long terme sont carrément bénéfiques, quoi. Ok. Tu as parlé de la loi retraite, donc qui décale l'âge de départ à la retraite de tout à chacun en fonction d'un calendrier. Bon, on va pas revenir sur le détail technique, mais voilà. Ouais. Quelle tendance tu vois sur l'avenir de l'accompagnement des travailleurs seniors en entreprise? Est-ce que ça va se complexifier? Est-ce qu'il y a des sujets aussi de santé mentale qui arrivent? Est-ce que l'IA est un sujet? Alors l'IA, je saurais pas te dire. Ouais. Très, voilà, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas été confronté à ça. Ce qui va se passer déjà pour tout ce qui est problématique de TMS dans les industries, etc. Il va y avoir des sacrés problèmes physiques qui existent déjà, donc des arrêts longue durée, etc., etc. Donc l'intérêt du coup de décaler l'âge de départ à la retraite, si c'est pour que les gens soient en arrêt plus longtemps, il va falloir revoir un petit peu le fonctionnement C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner peut-être plus, s'occuper de la santé, la physique. Santé plus jeune, plus tôt, en fait, là, clairement. Sur tout ce qui est santé mentale, j'imagine que tu suis ça aussi, mais aujourd'hui, l'absentéisme au travail, la première cause, c'est la santé mentale aujourd'hui. Et c'est tout aussi vrai sur les seniors. Donc de toute façon, c'est un sujet global, quoi. C'est un sujet, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vieux, quoi. Tu vois, tu parles de la santé physique et la santé mentale. Est-ce que par exemple, de mettre en place, peut-être pour tous, et à minima en tout cas pour les profils qui ont plus de 55 ans, par exemple, pour des personnes qui travaillent en usine, du coaching sportif, quand je dis coaching sportif, c'est pas faire devenir tous musclores, hein, ou voilà, des bêtes de compétition, mais d'avoir les bons gestes. Voilà, les bons gestes du matin, etc. D'avoir de l'accompagnement sur l'alimentation, sur le sommeil. Est-ce que ça, c'est des tendances que tu trouves intéressantes et qui pourraient être nécessaires de la part des entreprises de se dire, mais voilà, c'est peut-être à vous, entreprise, on peut pas s'occuper de tout le monde, de tous les problèmes, hein, mais quelque part, il y a quand même une porosité entre la vie privée et la vie pro qui s'est faite au fur et à mesure du temps, hein, qu'on le veuille ou pas. Et moi je vois les entreprises qui sont les plus avancées en termes de marque employeur réellement, hein, je parle pas de la communication marque employeur, je parle vraiment des actions très concrètes, d'expérience candidat et d'expérience collaborateur. C'est des entreprises qui vont investir sur des sujets sur lesquels on les attendait pas en fait à la base et qui osent, voilà, c'est pas juste mettre un baby-foot, quoi. C'est qui osent effectivement se préoccuper de ses collaborateurs, quel que soit leur âge, et effectivement les personnes plus âgées avec d'autres impacts. C'est marrant que tu parles de ça parce que il y a une heure et demie, j'étais avec quelqu'un de chez BO Healthcare qui fait justement de la prévention d'activité physique en entreprise, donc voilà, avec du digital, de l'humain, un petit peu de tout ça. Mais effectivement, t'y crois ou t'y crois pas, toi, ça, dans l'accompagnement des travailleurs seniors en particulier, non? Alors déjà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place dans l'industrie, mais ça se fait avant d'être senior. Mais oui, c'est indispensable. C'est de la prévention, hein. Il faut. Après, c'est difficile aussi en France parce que globalement, on est un pays où le curatif fait loi depuis très longtemps et on essaye de faire du préventif depuis quelques années, hein, c'est pas nouveau, mais
il faut réussir à se faire sa place pour la simple et bonne raison que, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la marque employeur, mais vu que le ROI est pas immédiat, c'est plus compliqué de convaincre les gens, quoi. Mais oui, là pour l'industrie, etc., mettre le paquet sur tout ce qui est gestion du physique, ça peut être aussi gestion du mental dans d'autres boîtes, hein, oui. mais voilà, faire du préventif là-dessus, c'est indispensable. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés que tu aurais aimé aborder, des questions que je t'ai pas posées du coup? Peut-être quelques... Vas-y, n'hésite pas. Quelques trucs qu'il est possible de mettre en place en fin de carrière, que je trouverais intéressant d'aborder. Si tu as des exemples très concrets, ça peut être intéressant. Alors, on a parlé un peu de mentorat, de tutorat, c'est intéressant. Le mécénat de compétences, très chouette. Très chouette. Globalement, mécénat de compétences, c'est de permettre à des collaborateurs de faire un jour par mois, un jour par semaine, voire plus, d'aller bosser dans une asso qui va être d'intérêt général. Orange fait ça, je crois. Orange a un grand programme. Je crois qu'Orange le fait, mais il y a pas mal de monde qui le font. D'accord. Et en plus, il y a des abattements. En gros, il y a 60% du salaire qui est pris en charge, enfin, qui est déductible d'impôts, etc. Donc, il y a des choses... De l'impôt sur la société, j'imagine. Ouais, c'est ça. Okay. C'est assez intéressant. Je sais que les cabinets de conseil quand ils ont les consultants qui font rien, et ben hop, ils les foutent en associatif et comme ça. Enfin bref. Mais pour les seniors, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller toucher à de l'associatif qui peut être un projet au moment de la retraite. Alors pareil, pas de stéréotype, hein, tout le monde n'est pas fait pour l'associatif, mais ça permet de mettre le pied dedans et de voir si ça plaît ou non. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. La formation en fin de carrière, quelle qu'elle soit. Mais voilà, je crois que les chiffres, c'est que les plus de 55 ans ont 30% de temps de formation en moins que les autres collaborateurs. Donc c'est pas négligeable. Donc continuez à former. La retraite progressive, alors j'adore ça. Moi, je suis un grand... C'est-à-dire qu'on passe à la semaine de 4 jours, la semaine de 3 jours, enfin c'est des choses comme ça. C'est ça, en gros, on passe entre 20 et 80% de temps de travail. D'accord. Et le temps où on est en entreprise, on est payé par l'entreprise. Le temps où on est en dehors de l'entreprise, on touche notre retraite. Ah, d'accord. Donc c'est assez intelligent pour deux choses. Déjà, on voit la perte de revenus potentiels. Donc ça permet de se rendre compte de ce qui se passe. Oui, donc la perte financière est progressive du coup aussi. C'est ça. Et oui. Et deuxièmement, quand on a 1 ou 2 jours de libre par semaine, on commence à se créer aussi des activités, un projet de vie, sans être lâché dans le grand bain d'un coup. D'accord. Donc je trouve ça pas mal. Ça c'est possible pour tout le monde en fait, parce que là je suis pas un expert du sujet. Retraite progressive, c'est pour tout le monde, mais avec des conditions un peu particulières. Et il faut faut être à jour sur son nombre de trimestres cotisés. Il faut être à 2 ans de son départ à la retraite. C'est pas pour taux plein. C'est pas réservé à telle ou telle entreprise en fait. D'accord, c'est pour tout le monde. Ok, d'accord. Même un salarié, j'ai vu l'exemple il y a pas longtemps, mais un salarié dirigeant, tu montes ta boîte, t'es salarié dirigeant, t'arrives à 1 ou 2 ans de la retraite, tu peux te mettre depuis peu, mais depuis 2022. Mais c'est assez intéressant, ouais. Donc ça, je trouve ça chouette. Après, je prêche pour ma paroisse, hein, mais de l'accompagnement humain au passage à la retraite, c'est hyper important. L'accompagnement administratif aussi, parce que, alors ça c'est pareil, c'est une anecdote, mais le site de l'assurance retraite est hyper bien fait. Franchement, ils ont très bien évolué là-dessus, ils ont regroupé plein d'infos, c'est vraiment top. Sauf que même des personnes qui sont à l'aise avec l'informatique, au moment où on doit cliquer sur ce bouton-là qui va décider de notre salaire jusqu'à la fin de notre vie, on a un peu une goutte de sueur qui perle sur le front, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui perdent leurs moyens, qui se disent mais s'il y a une erreur, s'il y a ceci, s'il y a cela. Donc si une entreprise doit dépenser un peu d'argent pour permettre à son collaborateur de se dire ok, tout est carré, il me manque rien, ça va, c'est bon, je clique sur le bouton, c'est parfait et voilà. Eh ben allez-y, hein, parce que c'est une charge mentale, en moins, c'est hyper intéressant et puis ça fait du bien pour tout le monde, quoi. Ok, très très clair. Merci pour ces exemples, avec plaisir. qui sont extrêmement concrets.
Tu parlais d'anecdotes pour terminer. Est-ce que tu aurais une anecdote pro à nous raconter qui t'est arrivé avec un client, un prospect, un collab, un candidat, j'en sais rien, un senior, un non senior, quelque chose que tu as trouvé atypique, Oui. tu auras envie de raconter et en toute bienveillance, bien sûr. Alors atypique, je sais pas, mais c'est, on va dire que c'est plutôt, ça allait un peu à l'encontre de ce qu'on faisait, quoi. Nous on est convaincus qu'il faut vraiment agir pour le bien-être des seniors etc., etc. Il y a une entreprise qui nous a contactés dans l'industrie, nous disant voilà, on a pas mal de départs à venir, on a des avec la réforme des retraites, ça se décale, donc on a besoin d'aide pour l'accompagnement de nos seniors. On y va, la fleur au fusil, on échange et en fait en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que au bout d'un moment ils nous ont dit cash, non mais en fait nous ce qu'on souhaite c'est savoir comment faire pour les foutre dehors le plus rapidement possible parce que en fin de carrière ils sont en arrêt longue durée, voilà, et ils coûtent cher. Bref, on a envie de les mettre dehors, donc comment on peut préparer ça ensemble, quoi. Et là, ça a été un no-go direct. On en cherche des clients pourtant. Donc mais c'est une personne des ressources humaines qui vous a appelé ? Ouais. Elle était plus ressources qu'humaine, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis un peu cash, mais. Okay. Non, c'est ça. Alors, je veux bien que dans certains métiers, il faille, faut que ça avance financièrement, mais là, il y a un petit problème, quoi. C'est clair. Ok. Si vous nous écoutez, ne les appelez pas si vous avez cet objectif-là. N'appelez pas Jubilis. Pour terminer, est-ce que tu aurais des personnes que tu me verrais inviter sur ce podcast, des personnes qui travaillent soit au sein de la fonction RH ou qui travaillent qui offrent des solutions RH que tu connais, qui t'inspirent, qui te titillent. Alors. J'ai deux entreprises en tête. Il y en a une qui s'appelle, j'ai pas le nom des fondateurs, allez vérifier, qui s'appelle Popwork. Ouais, ok. On a déjà entendu parler. Ouais, ok. Et voilà, j'en entends parler sur les réseaux, je l'ai vu et je trouve ça assez chouette ce qu'ils font, donc à creuser d'un point de vue management. Et l'autre qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on fait, c'est une boîte qui s'appelle Sapiendo, qui fait de l'accompagnement administratif au passage à la retraite. D'accord. À toutes les étapes de vie. Donc globalement, demain je me marie, quel impact ça va avoir sur ma retraite. Demain, donc ils ont développé 10 000 simulateurs. Et donc la fondatrice c'est Valérie Batigne, hyper intéressant de prendre en compte justement ce qu'on disait, mais la retraite dès notre plus jeune âge, quoi, et se dire mon choix de carrière à tel moment, passer en temps partiel, quel impact ça va avoir, etc. Et je pense que moi je suis resté sur la partie très très humaine du passage à la retraite. Si on rentre dans les chiffres, elle en connaît des tonnes et ça serait assez intéressant de se pencher là-dessus. Très complémentaire en tout cas de ce que vous faites. Ouais, carrément. Ok, merci. T'écoutes des podcasts ? Un peu. D'accord. T'écoutes quoi alors ? Un peu, mais pas du tout dans le pas du tout dans le RH. Mais t'as le droit, hein. Donc... Non, je suis très friand d'un podcast en particulier qui s'appelle Thinkerview, assez connu et qui c'est. Et le thème ou les thèmes ? C'est un gars qui interviewe des politiques, des chefs d'entreprise, sur 10 000 thèmes à la fois. Enfin, soit ça parle écologie, soit ça parle énergie, soit ça parle politique, enfin bref, mais qui les laisse parler. Donc au lieu d'avoir des espèces d'interviews de 2 minutes où on est au courant de rien, là on a des interviews de 1h30, 2 heures, 3 heures pour les plus longues. Ouais. Et les gens développent leurs pensées et du coup ça va pas mal au bout des choses. J'aime bien. Ça permet de creuser et de s'ouvrir sur des sujets qu'on connaît pas toujours, où on n'est pas toujours d'accord, mais au moins ça ouvre un peu l'esprit et c'est assez chouette, ouais. Ok, merci. Si j'ai besoin de te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple ? Notre site internet. Jubilis.fr. Voilà. Voilà. Contact et puis contact. Il y a du monde derrière. Il y a du monde derrière. Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus, on vous recontactera. Merci Émeric. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta dispo. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. Je t'en prie, à bientôt, merci à tous. Au revoir. Au revoir.
C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!